Paolo Carile est le président de l'association Italique. Il est un spécialiste italien de la France. Il a été professeur universitaire de littérature française en Italie et il a consacré toute une vie de recherche, d'études, de travail à la France. Alors, comment est né cet engouement, cette passion, cet intérêt culturel, mais non seulement culturel, personnel aussi, pour la France? La France. Souvent, les choses débutent un peu par hasard, dans le sens que quand j'étais étudiant à l'université, à Florence, j'avais un professeur de littérature espagnole qui était un personnage très très important à l'époque, et il m'avait passionné pour la littérature espagnole, au point que j'avais pris tellement la passion pour la littérature espagnole que je m'étais mis à traduire les pièces théâtrales de García Lorca, qui n'étaient pas encore traduites en italien. La Zapatera Prodigiosa, Boda de Sangre, etc., etc. Donc l'idée c'était de me consacrer plutôt à la littérature espagnole. Ensuite, on m'a fait remarquer que des enseignements de littérature espagnole à l'époque, je parle d'il y a plusieurs années, il n'y en avait pas beaucoup et que donc on risquait de ne pas avoir un poste de professeur de littérature espagnole. Et donc je me suis tourné plutôt vers la littérature française. Évidemment, ce départ est peut-être occasionnel, mais j'ai gardé beaucoup d'attention pour la culture espagnole. Je connais aussi la langue espagnole et dans mes travaux, j'ai alterné aussi des sujets de littérature française et de littérature ou d'histoire espagnol. Donc cet engouement pour les deux cultures est resté et je le garde toujours parce que j'ai beaucoup de contacts avec certaines universités espagnoles. Donc à partir d'un certain moment, je me suis mis à la littérature française et j'ai fait mon doctorat sur Saint-Exupéry, qui est un auteur un peu particulier, qui a pratiquement disparu à part Le Petit Prince et de la connaissance globale, mais qui m'intéressait parce que c'était un personnage qui n'était pas un homme de lettres dans le sens traditionnel du terme, c'était un aviateur. Il a passé toute sa vie sur les avions. Il est mort d'ailleurs en 1944 en avion, pendant la dernière guerre mondiale. Et donc, il jouait sur les deux tableaux, celui d'écrivain, mais d'écrivain qui avait l'avion toujours en lui. Et donc, tous ces livres sont comme s'il les avait écrits en avion, pendant qu'il pilotait l'avion. Et successivement, puisque je m'étais mis à travailler sur Saint-Exupéry, j'avais 24-25 ans à l'époque, quand je préparais ma thèse, et je me suis dit, il faut que je connaisse un peu la famille de Saint-Exupéry, et donc je me suis renseigné, et j'ai contacté la mère de Saint-Exupéry qui était encore vivante. C'est une vieille dame. Saint-Exupéry appartenait à une famille noble de Lyon de l'époque, une famille avec une grande tradition, et sa mère, qui était très très âgée, était encore vivante. Je lui écris, elle vivait retirée dans un village à côté de Grasse, dans le sud de la France. Et donc, j'ai pris mon train, j'ai pris un rendez-vous, je suis allé la voir. Et donc, je me rappelle, j'ai débarqué à Nice, et puis à Nice, j'ai pris un car pour arriver dans ce village. Et donc, dans le car, il y avait tous les paysans de ce village qui étaient venus parce qu'il y avait un marché à Nice. Et donc, ils rentraient chez eux et ils avaient des lapins, des poules, des légumes, des fruits, etc. Et donc, moi, j'étais le seul personnage un peu
hors cadre de la situation. Et je me suis retrouvé habillé, parce que je savais que j'allais voir une vieille dame, costard, cravate, etc. Et avec un bouquet de fleurs à la main. Et autour de moi, il y avait des poules et des lapins. Et donc, j'ai encore un souvenir particulièrement particulier de cette situation. Ensuite, je suis allé voir cette dame. J'ai passé une demi-journée avec elle. Elle m'a invité même à déjeuner chez elle. On a parlé de son fils, de l'épouse de son fils et de la situation. Et quand elle m'a invité à déjeuner, puisqu'elle vivait seule avec une gouvernante, elle m'a invité à table et il y avait une longue table où on était un au bout de la table et l'autre à l'autre bout. Et donc ça faisait 4 ou 5 mètres de distance et cette jeune dame faisait l'aller-retour entre nous deux et moi je devais parler fort parce qu'en plus la dame était un peu sourde. Était légèrement sourde et donc j'ai encore ce souvenir très fort de cette situation qui s'est terminée avec un geste très beau. Et cette dame avait écrit une plaquette de vers, de poèmes que j'ai ici dans mon bureau, que je peux te montrer tout à l'heure, dans lequel des vers qu'elle avait écrits après la mort de son fils, et donc qui ne sont pas en vente, mais elle les avait publiés, et donc elle m'a dédicacé, elle m'a donné ce petit livre de vers qui n'existe peut-être plus, mais que j'ai. Voilà, donc Saint-Exupéry a été le point de départ. Le premier amour oui, français. Oui. Parce que c'était... Paolo Caridi. Oui, oui. Mais par la suite, au fil des années... Il y a eu beaucoup d'autres choses. Il a mené beaucoup de recherches et il a écrit beaucoup d'essais et de livres concernant justement différents auteurs de la littérature française. Oui, tu as raison. Je me suis intéressé à beaucoup de choses très différentes les unes des autres. Et donc, si le départ a été Saint-Exupéry, c'est-à-dire le roman français entre les deux guerres, cela m'a amené tout de suite après à écrire 2 livres qui sont là, 2 livres sur un auteur qui à l'époque n'était pas très connu en Italie, c'était Louis-Ferdinand Céline, qui est un personnage tout à fait différent, très controversé, mais qui avait un style unique et qui m'avait passionné pour son style. Pas pour ses idées du tout, qui étaient évidemment tout à fait à l'opposé de mes idées à moi, mais le style me fascinait, parce qu'il faisait danser la langue, en quelque sorte. Et, il faut rappeler pour notre public que Céline, à l'époque de l'occupation allemande en France, avait fait un choix idéologique et politique pro-nazi. Exactement. Donc, tout en étant un très grand écrivain dont les talents étaient bien connus. Anti-juif, il était anti-juif. Il était anti-juif, il était quelqu'un qui avait suscité vraiment des polémiques très dures. Très et d'ailleurs, je crois qu'il a passé les dernières années de sa vie en exil. Oui, voilà. En exil dans le Nord, oui, absolument. Pas dans le nord de la France. Non, en Hollande, oui. Au Danemark. Au Danemark. Il a été emprisonné et puis passé un exil là-bas. Oui, parce qu'il s'était enfui avec les Allemands et il a passé quelque temps à Sigmaringen et puis il est parti parce qu'il avait déposé son argent dans une banque du Danemark et il était allé là-bas pour essayer de récupérer cet argent et vivre à l'étranger. Et puis les choses sont mal passées, oui, c'est vrai. Mais au-delà de l'aspect idéologique de ce personnage, du point de vue purement littéraire, c'est quelqu'un qui a bouleversé la littérature française. Au bout de la nuit est un livre qui a été traduit dans toutes les langues. Absolument. Et qui est considéré comme un chef-d'œuvre absolu. Donc il y a eu une période où j'ai travaillé surtout sur l'époque, le roman français entre les deux guerres. Après,
j'ai fait un pas en arrière et à partir du XXe siècle, je me suis, à reculant, mis à travailler sur le XVIIe et puis sur le XVIe. Et donc j'ai changé totalement non seulement de siècle, mais aussi d'intérêt. Et avant essayer de te parler de mes études successives, je voudrais souligner une chose. Il fut une époque, c'est-à-dire assez récente, en 2001, qu'à l'occasion d'une remise de la Légion d'honneur qui s'est passée à l'ambassade de France à Rome, au Palais Farnèse, l'ambassadeur m'avait dit c'est une cérémonie très rituelle, il faut que vous prépariez un discours dans lequel vous analysez votre parcours culturel et les choix que vous avez faits dans votre vie culturelle pour faire comprendre les raisons qui nous ont permis de vous accorder la Légion d'honneur. Et donc, ça fut un moment où j'ai eu l'obligation, en quelque sorte, de me pencher sur toutes mes études et d'essayer de trouver un fil conducteur. Voilà, cela a été le sympathique prétexte pour une réflexion. Exactement, sur exactement, ton passé. Exactement. Et donc, je me suis rendu compte que toutes mes études, à partir de Saint-Exupéry et jusqu'aux dernières choses qui sont totalement différentes, il y a le fil qui les réunit, c'est que plutôt que travailler sur les grands auteurs, sur des textes qui appartiennent aux hommes des lettres que l'on retrouve dans les histoires littéraires traditionnelles, j'ai toujours choisi de travailler sur des textes qui étaient des textes frontières entre la littérature traditionnelle et d'autres sciences, d'autres disciplines, les sciences sociales, la politique, l'économie, et donc des auteurs qui ne se considéraient pas comme des écrivains, mais qui écrivaient. Voilà, ça c'est un côté de ton activité qui m'a toujours intéressé et je dirais même intrigué. C'est-à-dire, je me souviens par exemple d'un livre que tu avais dirigé sur les classes dirigeantes, donc où il y avait à la base ta formation littéraire, oui, mais il y avait une ouverture face aux sciences sociales, donc aux sciences économiques et sociales, absolument, et donc la littérature mélangée, imbriquée, voilà, avec les voilà, évolutions socio-économiques. Exactement, tu as tout à fait raison. Et donc la plupart de mes études successives ont porté sur des auteurs qui vous ne trouvez pas dans la plupart des cas dans les histoires littéraires, mais qui ont écrit des choses très intéressantes. Par exemple, je cite un nom que presque personne désormais se rappelle, c'est Antoine de Montchrétien. C'était un protestant économiste, le premier qui a inventé l'économie politique à la fin du XVIe siècle. Donc l'économie politique est née là, à la fin du XVIe siècle, pendant les guerres de religion, parce que ce monsieur, qui entre autres après, il a été tué pendant les guerres de religion, il a écrit le traité d'économie politique. Donc il a inventé une science, une spécialité incroyable. Un autre auteur sur lequel j'ai travaillé beaucoup a été Saint-Évremond. Lui aussi, un personnage particulier qui écrivait sans se considérer un noble, un écrivain, parce qu'il a vécu toute sa vie aux dépens des personnes qu'il hébergeait chez lui. Il a passé 40 ans d'exil en Angleterre et donc il écrivait parce qu'il avait envie de laisser des témoignages de ses réflexions, de ses connaissances de la culture de l'époque, mais c'était pas un écrivain dans le sens traditionnel du terme. Tu viens de citer un auteur protestant. Il faut savoir
qu'il existe en Italie, chose que plusieurs ignorent à l'étranger et notamment ici en France, il existe en Italie une minorité protestante pugnace et extrêmement féconde sur le plan de la création culturelle. Notre interlocuteur d'aujourd'hui, Paolo Carile, est lui-même le fils d'un pasteur et il a accompli son parcours culturel dans un esprit bien sûr non sectaire, non dogmatique, mais tout de même à l'intérieur de ce monde protestant italien. Oui, oui, c'est vrai. Et volontiers, j'essaierai de dire quelques mots à ce sujet, avec une petite prémisse. Ma famille est devenue protestante dans les années 1860, grosso modo. Avant, c'était une famille catholique de la région de Naples, où ils s'étaient installés depuis plusieurs siècles, parce que l'origine de la famille vient du Languedoc. Charles d'Anjou, en 1260 à peu près comme ça, il est parti faire la guerre pour conquérir la Sicile et le royaume de Naples, et il a mené avec lui tous les petits nobles de sa région, et ces petits nobles ont fait la guerre avec lui dans la région de Naples, et à fur et à mesure qu'il gagnait du terrain, les terres étaient offertes gratuitement aux nobles qui avaient combattu avec lui. Oui. Et donc, l'origine vient du Languedoc, mais à partir de la fin du XIIIe siècle, ils se sont installés dans la région de Naples, et la souche de la famille Carile est là-bas. Et pendant, par exemple, le XIXe siècle, il y a eu 5 maires d'une petite ville à côté de Naples qui sont tous des Carile. Et j'ajoute donc des Carile et des catholiques. Et j'ajoute quelque chose de plus, mais déjà à l'époque, dans cette famille, il y avait des tendances différentes, parce que un de ses ancêtres du début du XIXe siècle, qui s'appelait Antonio Carile, est devenu cardinal. Donc il était archevêque et non seulement catholique, mais voilà, un rôle important. Archevêque et ensuite était un cardinal de l'Église romaine. Et d'un côté, mais aussi quelques décennies plus tard, c'est-à-dire à l'époque de Garibaldi, 1860, un de mes ancêtres était Garibaldino. C'est-à-dire, il a fait la campagne de la conquête de la Sicile et du règne de Naples avec Garibaldi, et quand il est mort en 1883, sur sa tombe qui est au cimetière de Parme, on peut lire toujours Monsieur Giuseppe Carile, Capitano Garibaldino. Donc, il y avait un côté... Mais tu disais que la conversion au protestantisme a eu lieu vers 1860. Oui, plus ou moins, oui. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé dans cette période pour justifier ce parcours religieux, oui. Il s'est passé la chose... Conformiste. Oui, la chose suivante. Le protestantisme en Italie, comme tu sais bien, il est né bien avant cette époque. Il est né au Moyen-Âge avec Pietro-Valdo et avec le mouvement qui a donné lieu dans les vallées vaudoises à une implantation dans des pays de paysans de moyenne montagne, de communautés protestantes. Et donc là, il y a une souche très ancienne de protestantisme qui a toujours existé depuis l'époque de Pietro-Valdo, qui correspond à l'époque de François d'Assise. Mais à partir de la moitié du XIXe siècle, il y a eu une série de missions protestantes qui provenaient d'Angleterre ou des États-Unis, et qui, surtout dans l'Italie du Sud, ont fait beaucoup de prosélytisme. Et donc il y a beaucoup de communautés protestantes qui sont nées à partir de cette époque assez rapidement.
assez rapidement. Et donc, un ancêtre de cette famille Caril qui était là-bas a pris des contacts avec une communauté protestante qui venait de naître à l'époque, et il s'est converti. Et donc, du coup, il a été déshérité de la famille catholique qui est restée là-bas et a donné lieu à la branche protestante dont je fais partie, qui s'est manifestée à partir des années 60 du 19e siècle. Du 19e siècle. Et je crois que l'ancêtre protestant qui était garibaldino, comme je te disais tout à l'heure, il a connu probablement dans les milieux des personnes qui ont suivi Garibaldi, il devait y avoir un certain nombre de protestants déjà, parce qu'il y a même un prêtre, Gavazzi, qui s'appelait un prêtre, qui au cours de cette campagne militaire, il s'est converti au protestantisme. Il était curé, il était prêtre catholique, et donc ça veut dire qu'il y avait quelque chose du point de vue intellectuel, parce qu'il ne faut pas oublier que la campagne de 1000, que tu connais très bien, n'était pas faite par 1000 paysans ou ouvriers. C'était dans la plupart des cas des bourgeois plutôt cultivés du nord de l'Italie qui avaient adhéré au projet de Garibaldi, à tort ou à raison, mais enfin, c'était pas une révolution populaire, c'était la bourgeoisie cultivée de l'époque. Et dans cette bourgeoisie cultivée, il y avait un nombre considérable de francs-maçons et de protestants. Oui, il y avait aussi quelques-uns qui provenaient du sud, Francesco Crispi, oui, par exemple. Oui. Mais oui, la majorité d'Italie et du Nord, et surtout c'était des classes, des couches sociales moyennes ou même exactement. Oui, tout à fait. Exactement. Pour en venir à une époque plus récente, Paolo Carile est le président de l'association italique qu'il a fondée lui-même et qui... Il y a 16 ans. Il y a 16 ans. 16 ans déjà. Et qui développe une action très intéressante au service des relations culturelles entre les pays d'expression néo-latine, donc principalement l'Italie, la France, l'Espagne, la Belgique. Donc une association qui joue un rôle extrêmement intéressant. Alors, comment est né Italique? Encore une fois, Michele, le hasard est à la base de la naissance de cette association. Il y a 16 ans, en 1996, je me rappelle bien, j'étais à l'école de Dutur, j'avais été invité à tenir des séminaires là, et donc je tenais ces séminaires. Et pendant la journée, puisque je passais la journée à cette école, quand je n'avais pas des séminaires à faire, on sortait avec les collègues dans un café à côté, et comme font les intellectuels, s'assoient à un café, ils refont le monde à chaque fois. Et donc on discutait, et comme tu sais bien, le bon sans désirer des bonnes boissons alcoolisées si possible. Mais tu sais bien qu'à l'école des études, la plupart des enseignants, des professeurs sont d'origine étrangère, viennent d'ailleurs. Et donc on était souvent dans le groupe de différentes nationalités. Et donc on discutait et on s'était aperçu que non seulement on était souvent des étrangers, mais que chacun de nous avait dans sa vie professionnelle eu l'expérience de vivre, de travailler dans un autre pays, ce qui n'est pas la même chose que être touriste dans un pays. Ça veut dire s'enraciner pendant un certain temps dans un contexte socio-économique différent. Et donc on était tous donc bi- ou triculturels, et tous on parlait 2 ou 3 langues au minimum.
Il y en avait même qui en parlaient 4 ou 5, mais disons au moins 3, tout le monde les parlait. Et donc ces caractéristiques nous ont fait comprendre que dans chacune de nos villes et dans chacun de nos pays d'origine, il y avait des stéréotypes, il y avait des attitudes d'interprétation de la réalité autre qui concerne les autres pays qui étaient plutôt fausses. Et donc on s'est dit il faudrait combattre tous les préjugés qui circulent dans la presse, dans les médias, même dans les livres savants, et dans lesquels l'altérité est toujours vue d'une façon plus ou moins négative, et même si positive, elle ne correspond pas exactement à la réalité. Et donc, on a dit, il faut essayer, nous, que nous avons cette expérience multiculturelle, essayer de faire en sorte que ces stéréotypes petit à petit se dissoudent. Voilà la raison qui a fait naître cette association. Et à partir de là, on était 5 ou 6, hein, on a créé cette association, on a fait des statuts, on les a déposés à la préfecture, et puis on a commencé à contacter nos amis, nos connaissances tout autour, et la chose a fait boule de neige, et maintenant on est plus de 200, et effectivement on fait des manifestations culturelles qui ont les caractéristiques suivantes. D'abord, on est tous pluriculturels et plurilinguistes, donc on parle plusieurs langues. Deuxième chose, nos manifestations sont des manifestations transversales, elles ne sont pas monodisciplinaires, elles ne concernent pas... Voilà, c'est-à-dire pour mener à bien cette guerre contre les lieux communs, oui. Vous organisez des rendez-vous périodiques oui. qui se déroulent dans différentes villes. Exactement. Et à Paris, comme à Rome, pays. Comme à Bruxelles, Exactement. comme ailleurs. Exactement, à Trieste, Bologne, etc. L'important, c'est de se mettre dans la perspective de comprendre le regard de l'autre. Et surtout, le thème n'est jamais un thème qui soit abordé de façon monoculturelle, de façon qu'il y a les historiens ont leur association, les philosophes aussi, les sociologues aussi. C'était pas la peine de faire un doublon ultérieur. Il fallait au contraire trouver un terrain d'entente, un terrain dans lequel les sociologues, les philosophes, les littéraires et ainsi de suite puissent trouver le moyen de se rencontrer sur un thème qui peut être analysé de points de vue différents. Et ça, c'est un peu la spécificité de notre association, qui ne veut pas être un doublon par rapport à des associations de catégories professionnelles précises, mais elle veut être transversale. Voilà. Et votre transversalité comporte aussi la possibilité de collaborer avec d'autres organismes. Absolument, oui. Et même d'autres associations. Moi, j'ai un souvenir très très positif, par exemple, d'un événement qui avait été organisé il y a quelques années en collaboration entre Italique et le comité de la Dante de Paris, oui. Concernant le cinéma italien. Exactement. Mais vous avez collaboré également avec des institutions comme la mairie de Paris, comme la Comédie française, voilà. Enfin, la Commedia delle Scienze dei Lincei di Roma et beaucoup d'autres. Oui, oui, on essaye toujours d'avoir des partenariats et surtout de nous ouvrir. Nous, on veut être des passeurs. Des passeurs. Nous sommes tous d'un âge respectable, disons comme ça. Respectable, pas encore vénérable, mais respectable. Et donc, on n'a pas besoin de faire ça pour des objectifs de carrière. On le fait dans la mesure où on est convaincu que même dans les difficultés de la vie actuelle, la culture peut jouer un rôle positif. Je me souviens très bien d'un colloque qui avait été organisé par Italique et qui concernait Paris et Rome, donc ces deux grandes capitales qui sont liées par un jumelage, exactement. Jumelage exclusif, parce qu'aucune des deux ne oui. peut se jumeler avec d'autres capitales en Europe ou dans le monde. Là,
j'ai entre mes mains les actes de ce colloque vraiment mémorable, mais il y a eu plus récemment aussi un autre colloque qui s'est déroulé à Rome. Là, vous citiez le Palais Farnèse tout à l'heure. Là aussi, oui. Ce colloque s'est déroulé dans les salons extraordinaires, féeriques du Palais Farnèse. Et donc, c'était sur la Méditerranée, donc oui. La France et l'Italie face à la Méditerranée. Oui, oui, oui. Donc, nous avons pensé de développer ultérieurement des rapports qui existent depuis des siècles entre Paris et Rome. L'histoire à partir de la Renaissance le montre très bien, mais il y avait eu des moments difficiles et avec le colloque de Paris qui s'est déroulé d'ailleurs à l'hôtel de ville à Paris, justement on a voulu faire redémarrer ces rapports culturels qui étaient un peu mis en sourdine pour des raisons politiques. Et la situation a changé et le colloque donc s'est passé très bien à Paris et les actes que tu viens de montrer ont été publiés au mois de novembre dernier et donc on les a présentés ici à Paris et ensuite à Rome. Et on a voulu analyser les différences culturelles qui caractérisent en quelque sorte les deux capitales, qui sont très proches et très différentes aussi, du point de vue historique et du point de vue aussi des choix culturels dans le cinéma, dans la littérature, et dans l'urbanisme et ainsi de suite. Et donc on a, comme je vous disais tout à l'heure, on a fait appel à des architectes, à des urbanistes, à des spécialistes de cinéma, à des historiens, à des philosophes, à des littéraires, pour analyser le va-et-vient qui a toujours existé entre ces deux grandes villes, mais avec les spécificités de chacune d'elles. Et voilà, donc c'est ce regard un peu croisé et en même temps complexe qu'on a essayé de mettre en lumière. Et voilà, le livre, je ne devrais pas en parler trop bien parce que, en quelque sorte, j'ai bien collaboré à sa publication, mais en le lisant à tête reposée, disons comme ça, je me suis aperçu qu'il y a des choses qui feront date. Il y a des articles qui ont été bien pensés. Alors, j'avais pensé conclure cette conversation en te félicitant pour ton passé. Mais je m'aperçois que tu as une telle volonté de continuer et de donner le meilleur de toi-même que je conclus en te souhaitant bon travail. Merci beaucoup, merci beaucoup. Grazie a te. E buona fortuna naturalmente all'Associazione Italique. Grazie infinita.